Professeur Olo, vous avez été candidat au nom, en tout cas sous la coupole du Pacte socialiste pour le renouveau. C'était le 22 février dernier. Vous en êtes sorti avec moins de 2%. Alors, professeur, est-ce que ces résultats vous ont du moins satisfait, c'est-à-dire, est-ce que vous vous étiez retrouvé dans ces résultats? Non, pas du tout. Et vous savez, je l'ai dit et je ne vais pas renier ce que j'avais dit. Et les conditions dans lesquelles ces élections se sont passées, par rapport aux jours, surtout des élections, quand vous voyez dans les bureaux de vote, des délégués qui ont été chassés, et parfois même on a pu dépouiller, après le dépouillement, on dit mettez-leur tel nombre. Ou pour certains, on a 15, on dit mettez-leur 0. Nos délégués dans les bureaux ont crié, ils nous ont appelés, ils ont protesté, mais ils ont dit parfois qu'ils ne signent pas. On dit si vous ne signez pas, nous signons à votre place. Donc, face à ces éléments, comment voulez-vous peut-être aider, comment voulez-vous que nous prenions au sérieux ces résultats pour dire que ça reflète effectivement notre situation? Non, nous ne pensons pas que cela soit conforme à la réalité, et les choses se sont passées dans des conditions irrégulières, et il faut pouvoir avancer pour que nous puissions vraiment en arriver à des élections qui soient au-dessus des contestations. C'est fondamental pour notre pays, c'est fondamental pour notre avenir ensemble. Ah oui. Mais ces conditions, vous les avez toujours décriées ici au Togo, mais à chaque fois, c'est-à-dire de manière cyclique, chaque 5 ans, vous participez aux élections dans les mêmes conditions. Et ce, jusqu'à quand? Oui, vous savez, il faut pouvoir travailler, continuer ce travail pour pouvoir transformer les mentalités si c'est nécessaire. Regardez, dans un pays dans lequel, dans le bureau de vote, on fait sortir un délégué qui dit ce n'est pas normal parce qu'il y a des fraudes, et que dans la salle, il n'y ait pas une masse critique qui puisse leur dire non, ça ne doit pas se faire comme ça. Cela voudrait dire que ce sont des gens qui aussi n'ont rien compris des principes qui doivent régir notre vie ensemble. Cela voudrait dire qu'il y a un réel problème de mentalité. Il y a un réel problème de connaissance en la matière. C'est vrai, il peut y avoir de mauvaise foi, mais aussi c'est l'absence de connaissance qui explique ces situations. Mais des fois, d'aucuns disent que ce n'est pas l'absence de connaissance qui explique la situation, mais plutôt la pression. Oui, quand on a la pression, quand on est préparé en amont, psychologiquement, et qu'il y a un nombre suffisant de personnes pour pouvoir défendre les choses, je crois qu'on supporte plus facilement cette pression. Quand vous êtes seul, isolé, au milieu de 4, 5, 6, 10 personnes, et que vous êtes seul à pouvoir dire non, vous ne pourriez pas résister jusqu'au bout. Dans une certaine mesure, c'est pour cette raison que le PSR avait dit candidature unique de l'opposition, non, c'est mauvais. Parce que nous comptions sur le fait que si nous avions nos délégués de l'opposition qui en amont ont pu se concerter, parce que les candidats se sont concertés et ont discuté entre eux dans les bureaux de vote, au lieu d'avoir un délégué, nous aurions eu 5 délégués unis. 7 délégués solidaires, c'est l'expression même là. 5 délégués solidaires. Qui vont défendre peut-être les résultats dans le bureau de vote déjà. On ne peut pas si les candidats en amont se sont concertés ou bien se sont montrés solidaires, leurs délégués, ce sont eux qui vont créer ces conditions de solidarité. Et c'est ce que nous avons toujours soutenu. Malheureusement, on était dans cette logique candidature unique, et tous ceux qui s'y opposent étaient considérés comme des traîtres. Les gens pensent avoir des paroles d'évangile quelque part parce qu'ils l'ont décidé. Tout le monde est obligé de se soumettre à cela sans écouter les arguments des uns et des autres. Moi, c'est relativement l'expérience que j'ai eue sur le terrain. Je sais comment on fait dans les bureaux de vote. Qu'est-ce qui se passe? Que j'ai dit nos délégués seront isolés, ils auront des problèmes. Créons en amont cette condition. Je n'ai pas été entendu. Oui, mais est-ce que c'est le seul candidat de la dynamique qui posait problème? Les autres, vous étiez retrouvés du moins? Non. Oui. Parce que, non, je dis, je n'ai pas désigné le candidat de la dynamique. Le candidat de la dynamique seul. Mais d'abord, au moment où on le faisait, on était pratiquement à la veille des élections. Si on n'était pas entré dans cette logique, un peu. Mais on aurait pu peut-être rattraper quelque chose. Mais
quand on s'était retrouvé, c'était pas, on n'a pas pu faire aboutir les choses, puisque quand on s'était pas retrouvé, j'ai été même mandaté pour toucher les autres candidats. J'ai appelé. Sur les 6 que nous étions, je crois, 4 étaient d'accord en me disant, d'accord. Les autres m'ont dit, nous allons vous faire le retour. Ils n'ont jamais dit non. Le retour. Et jusqu'à ce que, finalement... Le jour du vote soit arrivé. Bon, pas le jour du... La campagne a commencé, chacun allait dans de son côté. Et ceux de la société civile qui m'ont demandé de le faire, je leur ai fait le retour en leur disant, écoutez, voici ceux-là m'ont dit qu'ils sont prêts, au moins, cette charte pour voir comment, en aval, nous pourrions éventuellement nous défendre. Mais il y a 2 qui ne m'ont jamais fait, et qui m'ont dit, on te fera le retour. Je n'en ai jamais eu. Finalement, je leur ai dit, je m'en vais également et je suis parti. Mais avant même cette période, la veille de la campagne, on aurait pu 1 mois avant. Si on n'avait pas fait de la recherche de la candidature unique une préoccupation absolue, on aurait pu en ce moment se dire, bon, les potentiels candidats, qu'est-ce que nous faisons? Discutons. Dans quelle zone nous n'avons pas de délégués? Et ces candidats qui viennent autour d'une table faire une conférence de presse en disant, nous sommes solidaires. Nous nous engageons à soutenir celui d'entre nous qui ira au second tour. Voilà. Nous vous demandons dans ces conditions, dans les bureaux de vote, faites preuve d'une solidarité absolue. Le délégué du PSR est le délégué de Hadi. Le délégué de Hadi est le délégué de l'ANC. Nous le disons comme ça, etc. Vous verrez qu'on va créer ces conditions-là. On va créer les conditions de cette solidarité. Ces gens-là sont responsables. Et le peuple dira, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Faisons leur confiance. Faisons-leur confiance. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. Les résultats sont là. Et aujourd'hui, M. Gabriel Mensah Agbeome Codjo, qui fut aussi un de vos challengers, lui, il a dit qu'il a gagné le scrutin. Et ce jour, il n'est plus trouvable. On ne le retrouve plus au pays. Il est dans le maquis parce qu'il est poursuivi par la justice togolaise. Professeur, Agbeome dit, on ne doit pas le poursuivre pour des questions électorales, alors que la justice, non. Monsieur, vous avez enfreint à la loi. Votre point de vue? Vous savez, j'ai eu à donner mon point de vue sur cette question dès le départ. Dans le cadre des élections, il peut y avoir des attitudes. Il est possible qu'on puisse dire que ces attitudes ne respectent pas la loi, mais il faut pouvoir les circonscrire et les traiter d'une façon politique. Et si on doit les traiter politiquement, cela veut dire que des discussions réelles doivent pouvoir s'engager. Donc j'ai eu à dire, dès le départ, au moment où on devait lever son immunité parlementaire, voilà, dire que faisons un traitement politique de cette crise électorale. Lorsqu'on est dans le cadre d'une élection, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des infractions. Mais ne les traitons pas de la même manière. Et jusque-là, tant qu'une personne n'a pas été condamnée, c'est qu'elle est présumée innocente. Et donc, en tenant compte de ce principe, c'est que M. Agbeome est jusqu'à présent un innocent, présumé innocent, jusqu'à ce que, éventuellement, la justice fasse son travail jusqu'au bout. Mais il était possible d'éviter un traitement judiciaire de ce problème et qu'on aille sur un terrain politique qui permette des discussions et trouver la porte de sortie qui honore toutes les tendances et surtout qui fasse avancer notre pays. Voilà. Surtout qui fasse avancer notre pays. Et je crois que c'est... Est-ce que c'est encore envisageable ou bien possible? C'est encore possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, Agbeome n'est plus au Togo. Peut-être il est au Togo, mais dans le maquis, on ne sait pas. Bon, c'est possible. Parce que quand je crois l'avoir entendu, il a dit qu'il a accepté d'être exfiltré. J'ai supposé peut-être que c'est parce qu'il a quitté le Togo qu'il a utilisé l'expression. Peut-être que j'ai un peu extrapolé. Mais forcément, le régime sait où il est. S'il est, parce que ses services de renseignement, les trucs dans les pays, je sais qu'il sait. Et s'il veut établir un couloir pour de réelles discussions, c'est encore possible. Et M. Agbeome également, là où il est, peut envoyer des émissaires. Et qu'un candidat aux élections se retrouve en exil, ce n'est jamais une bonne image pour un pays.
on peut ensemble trouver des solutions. On peut ensemble trouver des solutions. Monsieur Dumont Auré et les autres parlent de transition à travers une assise sous forme de l'arbre à palabre. Maître Degli dit non, cette transition, il faut plutôt faire attention face à ces genres de trucs parce que la situation ne prédispose pas. Qui plutôt? Vous avez dit aussi Degli. Oui, mais monsieur Kissi dit... Voilà, pas Degli. Maître Degli aussi c'est prononcé. Ah d'accord, ok. Ah oui, bien sûr. Ah, et monsieur Kissi, lui, il dit... Okay. Le pouvoir a envie des fois de discuter avec vous, mais l'opposition en son sein se tiraille. Et donc il faut creuser ou disons un grand bloc de l'opposition contre le bloc au pouvoir. Vraiment, est-ce que c'est encore possible au niveau de l'opposition de faire bloc, front commun peut-être? Oui, avant même de parler de faire bloc, et je vais faire une observation. Si on devait se retrouver aujourd'hui et discuter, est-ce qu'il n'est pas probable qu'on aboutisse au même accord que l'accord politique global par rapport aux problèmes qui demeurent aujourd'hui posés? Si on a pu discuter entre-temps et qu'on a obtenu cet accord, cela voudrait dire qu'il n'y a pas un désert devant le gouvernement, devant le régime. Oui, il n'y a pas un désert. Bon, s'il n'y a pas ce désert et qu'il y a eu des accords par le passé, ces accords n'ont pas pu être respectés. Pourquoi? Ben, il faut dans les diagnostics aller jusqu'à ce niveau avant de se dire et il faut effectivement un bloc et avec ce bloc pouvoir discuter. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'il est encore possible d'avoir un bloc aujourd'hui? Il ne faut jamais dire jamais dans une certaine mesure. Mais les blocs... Le CST, le bloc des 6 arc-en-ciel, etc. Mais volatiliser, la C14. Oui, mais les blocs, je vous le dis, il ne faut jamais dire jamais, mais les blocs ont été décevants. Les blocs ont été décevants? Les blocs ont été décevants. Donc la C14 vous a déçu? Mais évidemment, je l'ai dit, le résultat par rapport à ce que nous avons obtenu à la fin, avant que nous ne quittions la C14, mais je ne comprenais pas le raisonnement qui prévalait au sein de la C14. Il y a eu de longs débats. Avant qu'on ne quitte la C14, il y a eu au moins 1 mois et demi, 2 mois, sur des questions sur lesquelles que je considérais comme élémentaires. Et aujourd'hui, certains de la C14 viennent défendre cette position que j'avais défendue et que personne n'avait voulu m'écouter. Et ne vous avez pas soutenu? Personne ne m'avait pratiquement soutenu dans cette logique. Oui. Et je vais dire que s'il y a des arguments objectifs que l'on présente, vous pouvez réfléchir et éventuellement reculer. C'est que je ne trouvais même pas d'arguments concrets qui leur permettaient de rejeter mon analyse. C'est comme il y avait des positions déterminées, arrêtées, quoi qu'on fasse, il faut respecter ces positions. Et votre analyse c'était laquelle? Très rapidement ou succinctement? Mais la C14 pouvait choisir son candidat. Ensuite, si d'autres structures, d'autres veulent qu'on ait cette candidature unique, qui viennent au sein de la C14. Nos textes nous le disaient d'ailleurs. Sur cette base maintenant, si après on se voit qu'il y a un autre candidat, on pourrait discuter. L'analyse que j'ai faite tout à l'heure en disant un candidat unique de l'opposition est source de querelles jusqu'à la dernière minute. Nous aurons des problèmes pour ça. Je leur avais... Au niveau des bureaux de vote, vous l'avez étayé. J'ai étayé ces éléments. Et je leur ai dit, nous aurons des problèmes même pour déterminer ce candidat unique. Ayons notre candidat. Faisons preuve de solidarité. Ensuite, on verra. J'ai tout dit. Ils ont dit non. J'ai posé cette question. Si dans ce regroupement dont vous parlez, on retenait un candidat qui ne correspond pas à vos aspirations, que feriez-vous? On m'a dit non, il n'en ira pas ainsi. Mais dans le groupe, combien finalement se sont rejoints à Agboyomé? Plusieurs se sont ensuite désistés. Oui. Cela voudrait dire que... Là, vous faites allusion au reliquat de la C14. Oui, au reliquat de la C14. Mais au début de la C14 aussi, il y a eu quelques difficultés qu'on a essayé de surmonter. Et ce que je dis, il y a des choses que des problèmes qui sont profonds depuis longtemps. Déjà en 2005, dans nos regroupements, il y a eu des problèmes que je n'ai jamais dit sur les antennes. Je me réserve je ne veux même pas en parler. Mais dans nos regroupements responsables, je reviens sur ces éléments pour attirer l'attention.
dans ces ST que nous avons eus et les élections législatives de 2013, il y a eu des problèmes sur lesquels les journalistes sont informés. Oui. Et je n'ai pas voulu réagir. Parce que ce n'est pas parce que j'étais d'accord, mais en notre sein, en tant que responsable, je leur disais ce que je pensais vivement. Et partout. Et c'est pour cela que je dis que ces regroupements jusqu'à ce jour ont été décevants. Maintenant, si nous devons aller dans d'autres regroupements, il faut mieux réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Les gens vous diront, écoutez, que chacun oublie son ego, que chacun oublie sa chapelle, ou peut-être ses ambitions politiques. Personnelles. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Quand les gens sont dans une situation donnée déjà, mais c'est comme si parfois on le dit, oubliez sa chapelle, ou oubliez vos chapelles, rappelez-vous de la mienne, en quelque sorte. Oui. Donc, mais le problème qui se pose ici, est-ce que vous luttez pour l'alternance depuis des années, des décennies? Allez-vous rester toujours dans cette situation, dans le statu quo indéfiniment, au détriment du peuple que vous prétendez défendre? Je n'ai pas dit que nous resterons indéfiniment. Moi, je situe la responsabilité à tous les niveaux. Il y a une part de responsabilité des dirigeants. Il y a une part aussi de responsabilité de la population. Disons, des militants de ces différents partis qui se retrouvent. Du peuple dans son ensemble. Du peuple dans son ensemble. Si moi, mon délégué ou bien mes militants dans un bureau de vote sont en mesure de faire sortir un délégué d'un autre bureau de vote, je leur dirai non, ne faites pas ça. Je leur dirai non, ne faites pas ça, parce que les principes et les valeurs sont au-dessus de moi, mon élection en tant que candidat. Si on assiste à cela, cela voudrait dire que la population elle-même, dans une certaine mesure, n'a pas suffisamment cette transformation de la mentalité nécessaire. Raison pour laquelle vous avez opté, vous l'avez décliné d'être dans votre projet de société, même après les élections, vous y revenez, vous y tenez toujours et encore, mordicus. Il s'agit donc du projet Droit pour tous. Voilà. Qu'est-ce à dire, professeur? Droit pour tous. Le droit pour tous, c'est la transformation des mentalités par l'enseignement du droit à tous les niveaux et à toutes les couches sociales de la population. Et c'est en quelque sorte le droit dans un français facile d'abord, pour commencer, et à un niveau second plan, le droit maintenant dans les langues locales, en recourant aux réseaux sociaux pour pouvoir le faire. À ce jour, nous sommes déjà à plus de 2000 inscrits. Nous avons voulu commencer en mi-juillet, mais il n'y avait pas suffisamment d'inscriptions parce que certainement il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le sujet. Nous avons dû reporter. Jusqu'hier, on était donc au moins à 2000 inscrits. Donc nous allons commencer. Avec la conférence de presse, deux nouvelles inscriptions sont parvenues. Effectivement. De sorte que tous ceux-là seront sur une plateforme. Nous allons préparer les cours en français, facile, que nous allons déposer sur ces supports, où ils vont piocher et écouter. Ils sont organisés. Maintenant, après les 2000, on est en train de les regrouper en groupes de 40 à 50. Et à la tête de chaque groupe, il y aura un juriste titulaire d'une licence. Sa mission serait... Ceux que vous avez formés la dernière fois? Oui, ceux que nous avons formés. Nous continuons la formation encore ce soir. Voilà. Et ils auront pour mission de répondre aux questions que les uns et les autres pourront poser dans ces groupes. Et maintenant, on fera des évaluations à un moment donné et certains monteront au deuxième niveau. Deuxième niveau, puis troisième niveau. Et quand ils vont monter au deuxième niveau, on recrute encore des gens du premier niveau. Et ce serait en ce moment qu'on va aussi commencer à le faire en langue locale. On aura eu le temps de traduire dans les différentes langues nationales et locales. Pourquoi mettez-vous en exergue le droit? Ici, le droit n'est pas juste à poser le devoir. Le droit... Ou raison parce que vous-même, vous êtes professeur de droit, raison pour laquelle vous mettez en relief le droit? Le droit est un puissant moteur de développement. Le droit est porteur des valeurs, ce que les gens ne savent pas. Quand vous parlez de l'État, tout ce qui nous concerne dans la vie est en relation avec le droit. Et le droit est en mesure de transformer les mentalités pour que les gens comprennent mieux les choses. Et le droit peut les mettre aussi à l'abri des erreurs quotidiennes qui concernent leur vie. Donc ce n'est pas simplement le droit orienté vers la politique, le droit au sein de la famille, le droit au marché, le droit dans mes rapports avec mon mécanicien, c'est quoi l'impôt, c'est comment la justice, tous ces éléments
font partie de nos préoccupations. Donc, vous allez les imprégner des tests en vigueur qui régissent la société. Et maintenant, pour quelle finalité? On va observer la pause et on revient tout de suite.